Alors bonjour à tous, je suis Dimitri Lag, Alain Crave, et donc nous travaillons tous les deux au laboratoire Géosciences Rennes de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, l'OSUR. Nous sommes tous les deux chercheurs CNRS et on va vous donner un petit peu un point de vue très rapide de la manière dont nous on voit un peu l'évolution des rivières et notamment l'impact des événements extrêmes sur l'acquisition de la forme des rivières. Et donc ça peut paraître un peu déconnecté des problèmes de restauration parce que c'est, en tout cas moi personnellement, c'est des thématiques que je connais très peu, Alain plus, donc, un petit peu, voilà. Donc le vocabulaire sera peut-être pas le même, etc. J'espère que ce sera compréhensible pour tout le monde. Alors on voulait juste reprendre un concept de base sur qu'est-ce qui contrôle l'évolution du fond d'une rivière. Donc une rivière c'est un tuyau hein, en gros, et il y a du sédiment qui arrive et du sédiment qui part. Le sédiment qui arrive, là, le QSED, le flux sédimentaire entrant, il est lié essentiellement à l'érosion des versants, au stockage, déstockage de sédiments qui peut être dans la rivière en amont, à l'érosion des berges, et tous ces facteurs-là sont en fait liés au climat, à la topographie et aux usages qu'il y a dans le bassin versant. Ça, c'est des choses qui sont, comme on l'a vu précédemment, liées à l'emboîtement d'échelle et sur lesquelles on peut difficilement jouer localement à l'échelle de la station ou du tronçon. Par contre, l'autre aspect qui est important pour l'évolution, c'est la capacité qu'a la rivière à transporter ce sédiment. Cette capacité de transport, elle va dépendre du débit d'eau local, de la largeur, de la pente, de la rugosité qui va être liée à la végétation, à la granulométrie, puisque cette rugosité va en fait se traduire pour un débit de données par une contrainte cisaillante qui va transporter les sédiments au fond de la rivière. Et puis la taille de grain qui est un élément essentiel puisqu'elle va contrôler entre autres le seuil de transport à partir duquel les grains vont être transportés. Et cette capacité de transport, c'est vraiment par contre un paramètre qui est local. Et on peut raisonner de manière assez simple. Si on apporte plus de sédiments que la rivière ne peut le transporter, évidemment ce sédiment va s'accumuler localement, donc on a une aggradation. Et le système ne peut pas tendre vers un équilibre parce qu'il est en permanence en train de s'aggrader. Si on amène autant de sédiments que la capacité de transport, eh bien le système est à peu près à l'équilibre. Et puis à l'inverse, si on amène moins de sédiments qu'on peut le transporter, eh bien on va dégrader le lit de la rivière. Alors ça, c'est valable pour une classe de grains, hein, je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis ça peut se passer à l'échelle d'une crue, comme ça peut se passer à des échelles de temps séculaires, voire plus longues, sur lesquelles nous, on travaille plus typiquement. Et d'un point de vue recherche scientifique, on ne peut pas dire qu'actuellement on sait prédire ces paramètres. Il y a des recherches actives et sur la prédiction du flux sédimentaire entrant, sur la prédiction du transport, la capacité de transport, et puis sur les méthodes pour suivre l'évolution des rivières, et notamment de la bathymétrie. Alors ça, c'est des exemples de simulations qu'on fait dans notre équipe. C'est un code développé par Philippe Davy. Et c'était juste pour vous illustrer, alors je ne vais pas rentrer dans les détails du code, hein. Ça simule l'évolution d'une rivière sur une dizaine d'années. C'est des rivières en tresse là. Et vous avez à gauche, enfin de ce côté-là, alors je me suis trompé, une simulation sans végétation. Donc sans végétation, il n'y a pas de vert. Et une simulation avec végétation, il y a du vert. Voilà, excusez-moi, j'ai inversé les titres. L'enseignement de ces simulations, c'est des simulations pour lesquelles le débit entrant est constant, le flux de sédiments entrant est constant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un système qui est très dynamique, qui varie beaucoup. Et donc, même si on a des conditions en entrée de la rivière, du tronçon, qui sont constantes, on a des fluctuations dans le système qui vont être plus ou moins prononcées en fonction du type de rivière, mais qui sont tout le temps là et qu'on appelle autocycliques. C'est simplement la dynamique propre de la rivière qui fait qu'elle bouge. Alors, une des questions, c'est quand on sait que ces rivières évoluent, elles vont avoir une tendance aussi, lorsqu'on fait ces simulations, à aller vers une configuration d'équilibre. C'est-à-dire que même si elles fluctuent un petit peu en termes de position, leur largeur, leur pente va être à peu près fixe. Et c'est ce qu'on va considérer comme une configuration d'équilibre. Et la question, c'est qu'elles mettent un certain temps pour atteindre cette configuration d'équilibre. Et ce temps n'est pas facile à définir. Et définir si une rivière actuellement, lorsqu'on la regarde, est à l'équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors je voulais juste souligner, vous voyez, il y a 3 petites boîtes sur le côté. C'est ce qu'on appelle les couplages morphodynamiques. C'est ce qui fait qu'une rivière va changer sa forme au cours du temps. Sa forme, c'est ce qu'on peut mesurer actuellement.
Cette forme, en fonction du débit d'eau qui arrive dans la rivière, va changer les contraintes hydrauliques qui vont changer le transport. Et si vous changez le fond, si vous érodez les berges, vous allez changer la forme qui va, elle, changer aussi les contraintes, etc. Donc vous avez une boucle de rétroaction comme ça qui fait que la forme d'une rivière évolue au cours du temps. Alors, je voulais prendre un exemple sur lequel on a travaillé pour illustrer, par exemple, les temps caractéristiques d'évolution des systèmes. Alors, ils sont très variables, mais je voulais prendre le cas de l'estuaire de la baie de Somme et de la baie du Mont-Saint-Michel, où il y a deux rivières, la Somme et le Couesnon, qui ont été chenalisées au début du 19e siècle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez par exemple ici l'estuaire de la Somme au XVIIIe siècle. Ce qui se passe, c'est que vous avez Abbeville ici, la Somme qui est ici, et la rivière au XVIIIe siècle, en fait, balayait toute la baie de la Somme comme ça, de manière permanente. Et vous n'aviez pas d'installation de présalé de manière permanente. Et bien, comme c'était embêtant pour la navigation, etc., ils ont décidé de chenaliser toute la rivière, donc de là à là. Donc elle a été rectifiée, elle est toute droite maintenant, c'est le canal de la Somme. Vous avez exactement la même histoire hein, pour le Couesnon. Et donc là, c'est la cartographie de la progression des présalés qui ont été très rapides. Et donc maintenant, lorsque vous allez dans la baie, vous avez les présalés qui sont ici, alors qu'avant, ils étaient nettement plus au fond. Donc c'est exactement la même chose, même histoire sur le Couesnon, je ne rentrerai pas dans le détail. On a regardé un petit peu à partir de documents historiques et d'images photographiques l'évolution de ces présalés. Donc là, vous avez sur ce graphe, au cours du temps, l'évolution des présalés pour le Couesnon et pour la Somme, avec ici la phase où on a chenalisé la Somme, ici la phase où on a chenalisé le Couesnon. Et les deux courbes, en fait, sont la surface des présalés qui est normalisée par la surface en 2010. C'est pour pouvoir les comparer. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a eu une augmentation très rapide des présalés jusqu'en 1910, puis après une augmentation un peu moins rapide. Ce qui est intéressant, c'est que les deux courbes sont similaires, je ne discuterai pas pourquoi, mais ça nous permet de voir que même si la perturbation a eu lieu il y a quasiment 150 ans maintenant, le système n'a toujours pas atteint un niveau d'équilibre. Vous voyez que les présalés continuent toujours à augmenter. Donc quand on perturbe une rivière, ça peut prendre énormément de temps pour qu'elle retrouve un équilibre. Et l'autre aspect que vous pouvez voir aussi, c'est que si on regarde en détail les 30 dernières années, on va trouver des fortes fluctuations. On va avoir des moments où les présalés vont avancer, d'autres années ils vont reculer. Donc ces fluctuations font que pour détecter une tendance dans l'évolution de ces systèmes, il faut regarder sur assez longtemps. Si on regarde juste un an, on peut tomber sur une variabilité qui est typiquement météorologique, difficile de dire des choses. Alors justement, j'en viens à cette question de la variabilité hydrologique et l'impact des extrêmes sur la stabilité et la forme des rivières. Donc là, vous avez une chronique de débit moyen journalier. Alors j'ai pris une rivière en Nouvelle-Zélande parce que c'est la zone où je travaille. Je ne travaille pas trop en Bretagne en fait. Mais donc vous avez 30 ans de débit journalier avec évidemment des fortes fluctuations. Ici, vous avez la courbe des fréquences de dépassement d'un débit donné. Et je voulais juste illustrer ça pour rappeler que d'année en année, les maximaux hydrologiques vont être très variables. Hein. Le pic annuel de crue va varier d'année en année. Et donc, ce qu'on comprend encore pas bien, c'est le rôle des événements rares sur l'acquisition de la forme d'une rivière. Par exemple, vous avez eu ici en 2004 un très très fort événement et on ne sait pas encore si la rivière actuellement a complètement récupéré de cet événement ou si elle a retrouvé une configuration un petit peu d'équilibre. Et dans la communauté scientifique, l'hypothèse qu'on fait souvent d'un seul type de crue morphogène, par exemple le débit de plein berge qui serait le débit morphogène pour une rivière, c'est actuellement assez discuté. Et puis cette fluctuation, elle souligne que si vous avez une opération de restauration, il est difficile de comparer les flux avant et après si vous ne regardez pas sur une grande période, parce que vous pouvez tomber en fonction des maximaux annuels sur des périodes qui ne sont pas du tout similaires. Alors, je voudrais illustrer par exemple l'importance des événements extrêmes sur l'érosion des berges. Donc là, on va retourner dans les estuaires, on va dire mais quel est le lien avec les rivières? Bon, il se trouve qu'en baie du Mont-Saint-Michel, là, lorsque vous étudiez les chenaux pendant les grandes marées, vous avez des vitesses qui sont typiques des rivières en crue. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à attendre qu'il y ait une crue dans votre rivière, vous savez exactement quand ont lieu les grandes marées, donc vous pouvez instrumenter, etc. Donc on s'est intéressé à un chenal qui est près du Mont-Saint-Michel et on utilise du lidar terrestre pour numériser complètement le site. Et on fait ça de manière journalière pendant les grandes marées pour voir l'impact simplement de deux marées.
Et donc on ne voit pas très bien, mais vous avez ici la vue tridimensionnelle de l'érosion des berges, sur cette berge ici, là, avec une zone qui s'érode très fortement, là, hein, avec des vitesses qui vont dépasser parfois 6 mètres de recul en l'espace de 2 marées. Et donc on a pu faire ça pour de nombreuses hauteurs de marée. Et donc là, vous voyez, vous avez un graphe où vous avez le retrait de berge par marée en fonction du hauteur max de la marée, qui est en gros le débit que vous avez dans votre chenal. Et ici, là, c'est la hauteur des présalés. Donc toutes ces marées-là sont des marées qui ne dépassent pas les présalés. Hein, donc dans une rivière, ce serait des débits assez faibles. Et puis là, ce sont vos crues, hein, qui vont dépasser la hauteur des présalés. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, là, il se passe en gros rien du tout. Hein, les moments où il se passe quelque chose en termes d'érosion des berges, c'est pendant ces grands événements, et on a une augmentation très rapide de l'érosion des berges en fonction du débit. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces débits-là, ces grandes marées, correspondent en fait à 0,3% du temps. C'est-à-dire que pendant 99,95% du temps, il ne se passe strictement rien en termes d'érosion des berges. C'est essentiellement les grands débits qui font quelque chose. Et la relation ici est tellement non linéaire qu'en fait, l'érosion de la berge est complètement contrôlée par la marée la plus grande de l'année. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'érosion annuelle qui contrôle la mobilité, l'érosion des berges annuelles qui contrôle la mobilité du chenal, elle est en gros réalisée, à peu de choses près, par l'événement hydraulique le plus important. Ce qui veut dire qu'on a une forte variabilité interannuelle en fonction du débit maximal que vous avez eu. Et donc, si je voulais synthétiser un peu cet aspect évolution des rivières et variabilité hydrologique, vous avez en termes d'évolution du fond ici, vous avez un seuil de transport par charriage qui est assez bas, ce qui veut dire qu'on transporte assez régulièrement quand même dans une rivière dès qu'on dépasse le débit de plein berge en général. Par contre, pour l'érosion des berges, le seuil est probablement très élevé. Et donc, ce qui veut dire que... En gros, ces événements assez fréquents vont contrôler le transport sédimentaire et l'évolution du fond, mais ces événements très rares vont contrôler l'érosion des berges et donc l'évolution de la forme. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à prendre en compte, j'imagine, dans le cadre d'une opération de restauration, parce que ça fait partie des choses qui ne sont pas prévisibles, la fréquence des extrêmes et des événements rares. Et quand on va avoir par exemple un événement rare, qui a une fréquence de récurrence, je ne sais pas, de 10 ans par exemple, ça va entraîner une forte érosion des berges qui va élargir la rivière, produire du sédiment localement, mais qui va aussi changer sa capacité de transport et qui va la diminuer. Si vous élargissez la largeur, vous diminuez la capacité de transport. Et donc vous allez avoir tendance à déposer du sédiment. Et donc vous allez avoir pendant une certaine période de temps un système en déséquilibre. Et là je vais passer la main à mon collègue. Voilà, alors je vais essayer de schématiser et synthétiser un peu ce que vient de dire Dimitri avec des exemples. C'est que, en fait, si on résume, vous avez on va dire un cycle de processus entre la forme, les contraintes hydrauliques qui sont vraiment les forces en action dans les problèmes d'érosion et de transport, d'accord ? Et cette cellule d'action va subir l'influence, en fin de compte, de nous, ce qu'on appelle des forçages, à savoir des débits d'eau, une rugosité, de la végétation, ou alors une source alimentaire. Et ces forçages, en fin de compte, vont avoir leur propre dynamique. Quand on fait une restauration, ce qu'on fait généralement, c'est que soit on agit sur les forçages, soit on agit directement sur la forme. Donc si on raisonne avec ce schéma-là, eh ben, on va, quand on applique des modifications de l'hydrodynamisme à partir des forçages qui sont le débit, la rugosité ou la végétation, ou sur des forçages type sédimentaire, on se pose la question de savoir, vous avez un état de la rivière qui se trouve à un niveau donné. Alors comment je définis l'état de la rivière? Je le définis à travers un certain nombre de variables qui peuvent être, pour nous les géomorphologues, des variables du style géométrique, la largeur, des rapports de grandeur comme la largeur sur la hauteur, ou par exemple la pente, ou encore la sinuosité si vous regardez des méandres. Et donc c'est un pool de variables comme ça qui va définir mon état. Et chaque variable, elle, va avoir une dynamique propre qui va tendre d'une valeur donnée à un état initial. Je fais mon forçage, je le modifie, et je vais tendre vers une autre valeur, d'accord, pour chacune des variables. Et cette valeur, en fait,
elle ça va pas être une valeur a priori fixe ou stable. Elle peut, comme l'a dit Dimitri tout à l'heure, fluctuer autour d'une valeur à peu près stable. C'est l'image qu'on en a, c'est-à-dire c'est cette notion d'équilibre qui, en fin de compte, correspond à un état pour chacune des variables, quelque chose d'à peu près stable. Donc ça, c'est l'image type du système rivière. Alors, on passe. Alors, le problème, c'est que si on s'intéresse à la question comment on va passer de l'état initial à ce nouvel état, hein, puisque c'est un peu la question qui est intrinsèque dans le problème de la renaturation, eh ben, on peut avoir des dynamiques très différentes. Et donc, la question qu'on se pose, nous, en recherche, c'est de définir ces dynamiques. Est-ce que c'est des dynamiques linéaires, c'est-à-dire que la variable largeur va évoluer dans le temps de façon linéaire, à forçage stable, on est bien d'accord, là on ne change pas les forçages, hein. On applique une nouvelle valeur de forçage et on voit comment le système va tendre vers un nouvel état. Et donc à forçage stable, est-ce que la largeur de rivière va progressivement, de façon très linéaire dans le temps, atteindre sa nouvelle valeur et fluctuer autour d'une valeur moyenne? Alors, ça peut être aussi une tendance qui peut être une exponentielle, d'accord, vers une asymptote, et on va se stabiliser de façon asymptotique. C'est un peu le schéma qu'a montré Dimitri tout à l'heure, avec la progression des présalés, voilà. Et puis, vous avez des dynamiques beaucoup plus complexes, où vous pouvez avoir une forte variation au début, le passage par un maxima, et après une relaxation vers un autre état. Donc la définition de ces dynamiques est très importante parce qu'à partir de ces modèles-là, on peut essayer de travailler sur ce qu'on appelle les temps caractéristiques d'évolution. C'est un peu votre question. Je modifie le forçage, ou la rivière, la forme de la rivière. Je modifie le stock sédimentaire, la granulométrie ou quelque chose. En combien de temps mon système va aller vers quelque chose, d'accord, qui correspond un peu à la vision que je peux avoir du problème. Alors, il y a la question de l'état de référence qu'on va discuter tout à l'heure. Mais pour définir, on peut tout de suite raisonner sur l'impact de la dynamique type par rapport à cette notion de temps de mise à l'équilibre ou de retour à un autre état. Alors, si votre temps caractéristique d'évolution est très inférieur à la variabilité des forçages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système, vous le perturbez et très rapidement, il est capable de récupérer, en fin de compte, un état qui est relativement stable autour d'une valeur, okay, pour toutes vos variables qui définissent l'état de la rivière. Et donc là, la notion d'équilibre a un sens, d'accord, puisque vous êtes sur quelque chose qui est à peu près stable. Si votre temps caractéristique est, largement supérieur, c'est-à-dire le temps caractéristique d'évolution de vos variables est largement supérieur à la variabilité de vos forçages, vous ne pourrez jamais atteindre l'état d'équilibre. On est bien d'accord. Vous êtes toujours en régime permanent. Et donc là, vous êtes dans un problème où définir un état référent est quasiment impossible. D'accord ? Votre système est tout le temps en train de varier. Ouais. Donc nous, on se pose des questions types par rapport à on va dire, ce schéma de raisonnement. C'est en quoi le temps caractéristique va dépendre de l'état initial. C'est-à-dire, si vous êtes très éloigné de l'état, en fin de compte, de cet état, du deuxième état, eh ben, est-ce que ce temps de mise à l'équilibre vers cet autre état dépend du niveau d'éloignement de la largeur de la rivière? Si vous êtes de 2 mètres et vous voulez avoir une rivière de 10 mètres, est-ce que par rapport à sa dynamique, c'est grand ou c'est pas grand? D'accord. Après, est-ce que le temps caractéristique va dépendre des forçages? C'est-à-dire que dans l'expression du temps caractéristique, on a des forçages. Donc, ces questions-là sont fondamentales et pour l'instant, en tant que chercheur, on n'a pas de solution à vous proposer, pour être clair. D'accord? Donc, juste la diapo d'après. Mais vous allez me dire, mais il y a quand même... C'est la dernière. Donc, mais en fait, vous allez me dire, bah oui, mais quand même, on a des relations. Les rivières, elles ne sont pas n'importe comment, c'est pas quelque chose de complètement aléatoire, on a des observations. Alors effectivement, là, je vous présente par exemple, parmi les premières études où on a essayé de faire des liens entre les largeurs, les hauteurs, avec des critères géomorphologiques en fonction du débit des rivières, donc Léopold et Maddock des années 1950. Mais effectivement,
comment dire, ces relations. Le problème, c'est qu'on essaye de les relier à des valeurs de débit, par exemple, qui sont des débits moyens, des débits plein bord, ou des débits qui correspondent à une période de retour. Mais grosso modo, on peut avoir des relations à peu près pour n'importe quel type de débit. Donc on n'a pas, en regardant ces relations, on n'a pas forcément ciblé la condition hydrologique pertinente pour justement définir le contrôle hydrologique entre la forme et le débit. Après, je dirais, ce sont des relations statistiques, c'est-à-dire ne les appliquez pas de façon formelle sous vos cours d'eau, parce que votre cours d'eau, il est peut-être un peu en dehors du problème moyen. Et puis, je terminerai par là, c'est-à-dire que certaines relations sont complètement indépendantes de la dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des critères géométriques, d'accord, qui sont complètement indépendants de la vitesse ou du chemin parcouru par le système pour retrouver un autre état. C'est-à-dire, typiquement, pour vous donner un exemple, on peut se rendre compte que la longueur d'onde des méandres, d'accord, la relation entre la longueur d'onde des méandres et la largeur de la rivière, en fin de compte, est indépendante de la vitesse à laquelle bouge le méandre. Donc, vous avez un découplage, pour certaines relations, entre la géométrie et la façon dont il bouge. Donc, vous ne pouvez pas forcément lire des informations sur le temps de déplacement de votre rivière d'un état à un autre, simplement en regardant certaines variables géométriques. Ça, ce n'est pas quelque chose de... Est-ce que quand on fait de la restauration, en fait, on l'a vu dans la première présentation, c'est souvent sur un tronçon qui est très petit, en fait. Est-ce que, du coup, là, vous supposez qu'on va forcément vers un autre état? Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on reste, en fait, qu'on perturbe juste sur un petit tronçon et que, en fait, la rivière, au bout d'un certain temps, retourne à l'état qu'elle avait au départ? Là, vous postulez que forcément, elle va vers un état 2 qui sera... Pas nécessairement, parce que si elle est complètement... sur des échelles de temps assez longues, ce qui va essentiellement fixer la géométrie d'une rivière, c'est ce qu'on va appeler les conditions limites. Donc, notamment tout ce qui est source de sédiments, apport en sédiments dans la rivière, amont. Voilà. Maintenant, il y a quand même des aspects locaux comme la végétation, les choses comme ça sur lesquelles on peut jouer, qui vont modifier un peu la réponse. Mais si on change, si d'un seul coup vous réduisez par 2 la largeur d'une rivière, mais que vous changez strictement rien d'autre, et que la rivière était à l'équilibre précédemment, elle va retourner vers sa précédente configuration. Elle peut très bien revenir à sa condition précédente si effectivement on n'a agi que sur une variable et qu'on a essayé de mettre la rivière dans une configuration qui n'est pas sa configuration d'équilibre, elle va revenir vers son état précédent. Sachant que dans le débat, c'est quelle est la variable qui contrôle l'affaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la largeur de la rivière ou c'est le débit? Donc, si le débit, il n'arrête pas de changer, c'est peut-être celui-là qu'il faut regarder. Est-ce que plus le cours d'eau est puissant, plus il va pouvoir, par exemple, aller vite vers son nouvel état d'équilibre, etc. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit, on travaille. Intuitivement, on se dirait plus il est puissant, plus il va aller rapidement vers son état d'équilibre. Et dans certains cas, c'est pas le cas. Dans certains cas, c'est indépendant de la puissance du courant. Donc voilà. Ouais. Je pourrais rajouter, c'est que peut-être des fois, on ne va pas forcément, comme tu disais, aller vers un autre état, mais le système va osciller de façon plus forte. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez plus de stock de sédiments dans la rivière, son déplacement latéral va être plus ample, mais autour d'une valeur moyenne. Ça peut être ça. Donc c'est pareil pour la puissance. C'est-à-dire ce qu'il y a, c'est que tout ce raisonnement d'état d'équilibre, d'état, on va dire, de référence, est souvent associé au fait que les forçages sont stables dans le temps. À partir du moment où les forçages ne sont pas stables, c'est-à-dire on peut augmenter la puissance pendant une crue, et là, du coup, vous allez changer votre forme, mais la crue, si vous la maintenez en permanence pendant une année, peut-être que là, on aura un raisonnement complètement différent de l'actuel, puisque ce qu'on voit, nous, c'est un système qui a répondu à une crue pendant un certain temps, peut-être qu'il ne s'est pas mis à l'équilibre le temps de la crue, mais comme on a arrêté la crue, il va relaxer vers autre chose. Donc la notion de puissance, on revient sur le problème, qu'est-ce qu'on met dans la puissance? Quel est le débit qu'on regarde? Bon, faut bien voir qu'on a envie de voir une rivière comme étant simplement un débit donné avec une géométrie donnée.
En pratique, la réalité, c'est que le débit dans une rivière fluctue tout le temps et que les maximaux annuels vont être très variables. Donc la rivière ne va pas répondre de la même manière. Et je dirais que vis-à-vis de la rivière, une opération de restauration, ça peut être vu de la même manière qu'une énorme crue, par exemple, avec un temps retour de 10 ou 20 ans, qui va fortement perturber le système. Elle va mettre un certain temps pour se réadapter, etc. Mais voir la rivière comme un système, bon, on l'emmène d'un état A à un état B, et l'état B, ça ne changera jamais, c'est pas ça. En pratique, ça fluctue toujours un peu, et avec cette variabilité hydrologique qui est permanente, c'est pas évident de prédire exactement quelle doit être sa configuration d'équilibre. Je vais rajouter encore quelque chose. Ce qu'on voit dans la renaturation, oui, c'est souvent, on enlève une contrainte. C'est souvent ça la renaturation. C'est vous avez un système qui était contraint par du génie civil ou une pression anthropique, et ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever cette contrainte qui, elle, était stable. D'accord ? Donc le fait de l'enlever, on va laisser au système un degré de liberté. C'est ça que ça veut dire. Donc on va lui permettre de fluctuer, donc c'est un peu la logique, hein, la philosophie de l'opération de renaturation. Et c'est vrai que voir le problème plutôt en disant on va redonner la capacité à la rivière de fluctuer à la fois sur des aspects morphologiques ou biologiques, c'est beaucoup plus raisonnable que de dire on va essayer de la libérer, de lui donner un degré de liberté, mais on va essayer de la cantonner dans un endroit. Ça, j'y crois pas trop. Voilà.